Vous dites Jean Jaurès, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben, il a été assassiné, manque de peau, juste avant la guerre. L'autre, on aurait dû le prendre, le découper et tout lui faire. Ce socialiste qui a inventé tout, qui a apporté beaucoup de bien et tout. Un grand homme. D'ailleurs, il est au Panthéon, aux Invalides. Enfin, une belle tombe. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis pas de Lyon, mais... Jean Jaurès. Bah, je sais pas. Rien du tout? Ok. Alors si vous dites Jean Jaurès, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'école primaire, si je m'en dis. L'école primaire? C'est ça, non? C'est ce que ça m'évoque. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une rue. Une rue? Le socialisme. Socialisme. Une grande avenue sur Lyon, non, c'est dur ce que vous dites là. Jean Jaurès, c'est école. Voilà. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Ah yes, of course. Yeah, it was the man who died before World War I, the social patriot, I think. He was killed by yeah, I don't know by who, but yes and no. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le maire de Lyon qui a fait pas mal de choses pour la ville. Je crois que c'est lui qui a fait tout le quartier de Perrache. Ah non, c'est Carnage. Je ne sais plus, mais voilà, c'était le maire de Lyon. L'école de médecine de mes frères, Charleroi, en politique française. Si je vous dis Jean Jaurès, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh non, non, la politique. Non mais c'est vrai. Jean Jaurès, c'est la résistance, non? C'est quoi? Même pas. Je sais rien. Je sais plus, je trouve rien. Si je vous dis Jean Jaurès, qu'est-ce que ça représente pour vous? La résistance. Ah, Jean Jaurès. Il a fait un discours. Il y avait un article sur ce qu'il y avait dans les boîtes aux lettres, là, sur Lyon citoyen. Oui, c'est l'anniversaire de la Révolution, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça. J'ai lu l'article. Un des premiers hommes politiques de la grande gauche, un humaniste, voilà, un tribun. Qui savait parler aux foules, aux gens et aux gens surtout. Voilà. Ah!
Le plus grand danger à l'heure actuelle n'est pas, si je puis dire, dans les événements eux-mêmes. Il n'est même pas dans les dispositions réelles des chancelleries, si coupables qu'elles puissent être. Il n'est pas dans la volonté réelle des peuples. Il est dans l'énervement qui gagne, dans l'inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l'incertitude aiguë, de l'anxiété prolongée. À ces paniques folles, les foules peuvent céder. Et il n'est pas sûr que les gouvernements n'y cèdent pas. Ils passent leur temps à s'effrayer les uns les autres et à se rassurer les uns les autres. Et cela, qu'on ne s'y trompe pas, peut durer des semaines. Ceux qui s'imaginent que la crise diplomatique peut être et doit être résolue en quelques jours se trompent. De même que les batailles de la guerre moderne, se développant sur un front immense, durent 7 ou 8 jours. De même les batailles diplomatiques, mettant maintenant en jeu toute une Europe et un appareil formidable et multiple de nations puissantes, s'étendent nécessairement sur plusieurs semaines. Pour résister à l'épreuve, il faut aux hommes des nerfs d'acier, ou plutôt, il leur faut une raison ferme, claire et calme. C'est à l'intelligence du peuple, c'est à sa pensée que nous devons aujourd'hui faire appel si nous voulons qu'il puisse rester maître de soi, refouler les paniques, dominer les énervements et surveiller la marche des hommes et des choses, pour écarter de la race humaine l'horreur de la guerre. Le péril est grand, mais il n'est pas invincible. Si nous gardons la clarté de l'esprit, la fermeté du vouloir, si nous savons avoir à la fois l'héroïsme de la patience et l'héroïsme de l'action, la vue nette du devoir nous donnera la force de le remplir. Ce qui importe avant tout. Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, c'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde. Là est la garantie de l'avenir. Le Front National l'adopte. Le nouveau maire d'Hénin-Beaumont a transféré la statue de Jean Jaurès dans son bureau. Il est là, Jean Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Monsieur le Président. Là aussi, citons Jaurès à Castres en 1904. Démocratie et laïcité sont deux termes identiques. Parce que toute conscience de gauche a une part de ses rêves ancrés à Carnot,
du fait de la grande figure du maître à penser que pour nous tous Jean Jaurès. Jaurès a été trahi par la gauche de Jospin, de Ségolène Royal et de François Hollande. Il n'y a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers. Celle de Jaurès, payée par la justice. Nous venons de Jaurès et de Victor Hugo, de Léon Blum et de Madesco. Ils ne savent pas le faire, car nous nous fichons de savoir ce que Jaurès. L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès. Est aujourd'hui l'homme de toute la France. On se l'arrache, on se le dispute, et chacun pense avoir un morceau de Jaurès. Dans notre France moderne, qu'est-ce que la République? Je demandais à ceux qui m'écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c'est-à-dire avec équité, d'être attentifs dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale, par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine. Je les priais d'interpréter avec indulgence le tâtonnement effort de l'humanité incertaine. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche-repos. Instituer la République, c'est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune. Et si cette République surgit dans un monde monarchique encore, c'est assurer qu'elle s'adaptera aux conditions compliquées de la vie internationale, sans entreprendre sur l'évolution plus lente des autres peuples, mais sans rien abandonner de sa fierté juste, et sans atténuer l'éclat de son principe. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Et un grand acte d'audace. Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, les égoïsmes de tout ordre, l'égoïsme des individus, l'égoïsme des castes, l'égoïsme des partis, l'égoïsme des classes qui appesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice ne peuvent se passer du secours du temps. Et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. Oui. Les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela.
Prolétariat et Europe humaniste socialiste. Libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planches folles, escorté des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémons et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parfaits. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles? Millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute l'île est atroce et tout soleil amer. La cramour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. Noire et froide, ou vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mer. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô l'âme, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Il y a la caméra, comme ça, et puis je reprendrai. C'est bon. Whoa.
brûler. Bye bye. L'humanité est maudite. Si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. L'humanité est maudite. La nuit est terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre, car le courage est l'exaltation de l'homme, et ceci en est l'abdication. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et morale, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces. C'est de garder, dans les lassitudes inévitables, l'habitude du travail et de l'action. Le courage, dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu'il soit. C'est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone. C'est de devenir, autant qu'on le peut, un technicien accompli. C'est d'accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail, qui est la condition de l'action utile. Et cependant, de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues. Le courage, c'est d'être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel, où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. Le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, et de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de n'en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. C'était usé à 15 ans. Finissait en débutant. Usé à 15 ans. 12 mois, ça, il a descendu. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grand-mères, l'absinthe. Ils étaient vieux avant la guerre. 15 heures par jour de corps en l'air. Laisse le visage en grain de cendre. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves. De là à dire. Et pourtant l'espoir florissait. Les lèvres écoutaient de ceux qui refusaient de se rendre jusqu'à la vieillesse. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué
C'était pour partir à la guerre. C'était pour finir à la guerre. L'ordre de quelques sabreurs qui exigeaient des bouts de lèvres qu'ils allaient écouter son chant d'horreur. Il y a 20 ans, il n'avait plus d'être. Et il mourait à plein peur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Partout, l'hypocrisie. Partout, les combinaisons factices. Partout, le mensonge. Partout, par conséquent, la négation de la vie, la négation de la beauté. Et c'est parce que nous avons la prétention d'être la vérité en mouvement, la vie elle-même dans son évolution nécessaire, que nous croyons que nous pourrons,
plus que tous les autres, aider l'essor de l'art créateur. Voilà pourquoi je fais appel à tous ceux qui rêvent de beauté, qui rêvent d'idéal, et je les supplie de joindre leur force à cette force de beauté qu'est dès maintenant le prolétariat organisé en marche vers la justice. Artistes, si vous le voulez, faisons alliance. Mort puissant, le soir d'un jour d'été. Un lit, un corps sans souffle, une table à côté. La force qui dormait près de la pauvreté. J'ai vu ce mort auguste et sa chambre économe. La chambre s'emplissait du silence de l'homme. L'atmosphère songeuse entourait de respect ce dormeur grave en qui s'engloutissait la paix. Il ne semblait pas mort, mais sa face paisible s'entretenait avec les choses invisibles. Le jour d'été venait contempler ce néant comme l'immense azur recouvre l'océan. On restait, fasciné, près du lit mortuaire, écoutant cette voix effrayante se taire. On songeait à cette âme, à l'avenir, au sort. Par l'étroit escalier de la maison modeste, par les sombres détours de l'humble corridor, tout ce qui fut l'esprit de cet homme qui dort, le tonnerre des sons, le feu du cœur, les gestes, se glissait doucement et rejoignait plus haut l'éther universel ou l'hymne à son tombeau. Et tandis qu'on restait à regarder cet être comme on voit une ville en flammes disparaître, tandis que l'air sensible où se taisait l'écho baisait le pur visage aux paupières fermées, l'histoire s'emparait, éplorée, alarmée, de ce héros tué en avant des armées. L'aride pauvreté de l'âme est si profonde qu'elle a peur de l'esprit qui espère et qui fonde. Elle craint celui-là qui, lucide et serein, populaire et secret comme sont les apôtres, n'ayant plus pour désir que le bonheur des autres, contemple l'horizon, prophétique marin, voit la changeante nue où la brume se presse et, fixant l'ouragan de ses yeux de veilleur, dit, raisonnable et doux, demain sera meilleur. Ô bonté, se peut-il que vos grandes tendresses, que vos grandes lueurs, vos révélations, ce dont fait aux humains et fait aux nations, inspirent la colère? Faut-il que l'avenir soit la part qu'on refuse et l'archange effrayant dont on craigne les pas? Grand esprit, abattu la veille des combats, c'est pour votre bonté qu'on ne vous aimait pas. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes, à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles, et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Citoyens, la note que l'Autriche vient d'adresser à la Serbie est pleine de menaces. Et si l'Autriche envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d'Autriche fait violence à ces Serbes, qui sont une partie du monde slave, et pour lesquels les Slaves de Russie éprouvent une sympathie profonde, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit. Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie, l'Autriche ayant devant elle deux adversaires, la Serbie et la Russie.
invoquera le traité d'alliance qui l'unit à l'Allemagne. Et l'Allemagne fait savoir qu'elle se solidarisera avec l'Autriche. Et si le conflit ne restait pas entre la Serbie et l'Autriche, si la Russie s'en mêlait, l'Autriche verrait alors l'Allemagne prendre place sur les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, ce n'est plus seulement le traité d'alliance entre l'Autriche et l'Allemagne qui entre en jeu. C'est le traité secret, et dont on connaît les clauses essentielles qui lient la Russie et la France. Et la Russie dira à la France: j'ai contre moi deux adversaires, l'Allemagne et l'Autriche. J'ai le droit d'invoquer le traité qui nous lie. Il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. À l'heure actuelle, nous sommes peut-être à la veille du jour où l'Autriche va se jeter sur les Serbes. Et alors, l'Allemagne et l'Autriche se jetant sur les Serbes et sur les Russes, c'est l'Europe en feu! C'est le monde en feu! Dans une heure aussi grave, aussi pleine de périls pour nous tous, pour toutes les patries, je ne veux pas m'attarder à chercher longuement les responsabilités. Nous avons les nôtres! Où te l'a dit? Et j'atteste devant l'histoire que nous les avions prévues! Que nous les avions annoncées! Lorsque nous avons dit que pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était ouvrir l'ère des ambitions. Des convoitises et des conflits. On nous a dénoncé de mauvais Français. Et c'est nous qui avions le souci de la France. Voilà, hélas, notre part de responsabilité. Et elle se précise. Si vous voulez bien songer que c'est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l'occasion de la lutte entre l'Autriche et la Serbie, et que nous, Français, quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avions pas le droit ni le moyen de lui opposer la moindre remontrance. Parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres. Et alors, notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche: nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à condition que vous nous passiez le Maroc. Et nous promenions nos offres de pénitence, de puissance en puissance, de nation en nation. Et nous disions à l'Italie: tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis au Maroc. Tu peux voler à l'autre bout de la rue, puisque moi j'ai volé à l'extrémité. Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main. Et maintenant, voilà l'incendie. Eh bien, citoyens, nous avons notre part de responsabilité. Mais elle ne cache pas la responsabilité des autres. Et nous avons le droit et le devoir de dénoncer d'une part la sournoiserie et la brutalité de la diplomatie allemande, et d'autre part la duplicité de la diplomatie russe. Les Russes qui vont peut-être prendre parti pour les Serbes contre l'Autriche et qui vont dire: mon cœur de grand peuple slave ne supporte pas qu'on fasse violence au petit peuple slave de Serbie. Oui, mais qui est-ce qui a frappé la Serbie au cœur? Quand la Russie est intervenue dans les Balkans en 1877 et qu'elle a créé une Bulgarie soi-disant indépendante avec la pensée de mettre la main sur elle, elle a dit à l'Autriche: laisse-moi faire et je te confierai l'administration de la Bosnie-Herzégovine. L'administration. Vous comprenez ce que cela veut dire entre diplomates? Et du jour où l'Autriche-Hongrie a reçu l'ordre d'administrer la Bosnie-Herzégovine, elle n'a eu qu'une pensée: de l'administrer au mieux de ses intérêts. Dans l'entrevue que le ministre des Affaires étrangères russe a eue avec le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, la Russie a dit à l'Autriche: je t'autoriserai à annexer la Bosnie-Herzégovine, à condition que tu me permettes d'établir un débouché sur la mer Noire, à proximité de Constantinople. Monsieur Derental a fait un signe que la Russie a interprété comme un oui. Et elle a autorisé l'Autriche à prendre la Bosnie-Herzégovine. Et quand la Bosnie-Herzégovine est entrée dans les poches de l'Autriche, elle a dit à l'Autriche: c'est mon tour pour la mer Noire. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Rien du tout. Et depuis, c'est la brouille avec la Russie et avec l'Autriche. Entre M. Izvolki, ministre des Affaires étrangères russe, et M. Derental, ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Mais la Russie avait été complice de l'Autriche pour livrer les Slaves de Bosnie-Herzégovine à l'Autriche-Hongrie et pour blesser au cœur les Slaves de Serbie. C'est ce qui l'engage dans les croix où elle est maintenant. Si depuis 30 ans, si depuis que l'Autriche a l'administration de la Bosnie-Herzégovine, elle avait fait du bien à ces peuples, il n'y aurait pas aujourd'hui de difficultés en Europe. Mais la cléricale Autriche tyrannisait la Bosnie-Herzégovine. Elle a voulu la convertir par force au catholicisme. En la persécutant dans ses croyances
elle a soulevé le mécontentement de ses peuples. La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer l'état de choses horrible où nous sommes. L'Europe se débat comme dans un cauchemar. Eh bien, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui, pour les hommes, une guerre européenne. Vous avez vu la guerre des Balkans? Presque une armée tout entière a succombé, soit sur le champ de bataille, soit dans les lits d'hôpitaux. Une armée est partie à un chiffre de 300 000 hommes, et elle laisse dans la terre des champs de bataille, dans les fossés des chemins, ou dans les lits d'hôpitaux infectés par le typhus, 100 000 hommes sur 300 000. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre! Quelle ruine! Quelle barbarie! Voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je vais espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Déjà, dans le Fort Vert, le camarade socialiste d'Allemagne s'élève avec indignation contre la note de l'Autriche. Et je crois que notre bureau socialiste international est convoqué. Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. J'aurais honte de moi-même, citoyen, s'il y avait un seul parmi vous qui puisse penser que j'essaye de tourner au profit d'une victoire électorale, si précieuse qu'elle puisse être, le drame des événements. Mais j'ai le droit de vous dire que c'est notre devoir, à nous, à vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce Parti Socialiste International, qui représente à cette heure, sous l'orage, la seule promesse d'une possibilité de paix, ou d'un rétablissement de la paix. Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres.